Saviez-vous que depuis les dernières 250 années, il y a moins de 10 cas de meurtres qui ont été signalés, répertoriés dans la communauté Amish? Donc, ce type de crime est extrêmement rare, voire inexistant. C'est pas pour rien que lorsqu'un meurtre se produit, non seulement ça bouleverse la communauté au grand complet, mais ça vient aussi remettre en cause toute leur mentalité, leurs croyances qui s'est bâtie, qui s'est installée depuis des siècles. Nous sommes en 2008 dans la ville de Apple Creek, Ohio, et on a Sherry Lynn Strom, donc une mère monoparentale dans la vingtaine, qui passe une bonne partie de son temps sur les sites de rencontres pour trouver le grand amour. C'est sur MocoSpace que Sherry fera la connaissance d'un certain Eli. La connexion entre les deux individus fut instantanée. Eli, qui a pour pseudonyme le Amish Stud, c'est un gars qui est décrit comme étant poli, respectueux, gentleman. De fil en aiguille, la relation entre Sherry et Eli se développe. On passe des discussions aux nudes, aux je t'aime, et vraiment ça évolue et Sherry tombe follement amoureuse de Eli, le Amish Stud. Et tout allait bien jusqu'au jour où Sherry réalisa que non seulement Eli menait une double vie, mais aussi qu'il était loin d'être un homme Amish innocent et naïf comme elle se l'était imaginé. Non, en réalité, c'est un homme qui était extrêmement manipulateur et dangereux, et il n'y a aucune femme qui était à l'abri d'être sa prochaine victime. He used his girlfriends, he used his wife, he used anyone in his proximity to better himself. Allô Internet! Aujourd'hui, on se retrouve pour une histoire bien particulière. Là. C'est quand même différent des vidéos que je fais d'habitude. Vraiment une histoire intrigante, là, comme j'ai jamais vu ce type d'histoire-là avant dans le true crime. Par contre, petite mise en garde, ceux qui me regardent sur YouTube et non par audio, vous allez voir, ça va être quand même difficile au niveau du montage parce que il n'y a pas vraiment de photos des gens impliqués, ni même de la victime, parce que guess what? Les Amish ne prennent pas de photos. Fait qu'il n'y en a pas de photos de la victime. Il n'y a aucune photo qui a été prise d'elle, ever, à part des photos post-mortem, là, que je ne mettrai pas ici. Donc, c'est sûr que ça rend ça un peu plus compliqué au niveau du montage, mais mon monteur est tellement bon, je suis sûre qu'il va rendre ça très clair et très intéressant. J'en doute pas, mais c'est ça, je voulais juste vous mettre en garde. Donc, ça risque d'être une vidéo assez longue. On passe au sponsor de la vidéo, puis ensuite, on passe à l'histoire. Restez là. Cette vidéo est rendue possible grâce à Squarespace, l'endroit parfait, idéal pour créer votre propre site web. C'est pas facile de se lancer en affaires, mais heureusement, Squarespace vous donne un coup de main pour faciliter tout le processus, et c'est avec l'aide d'un site web que vous pourrez afficher votre contenu, vos produits et vos services. On a tous déjà vu des sites web là, qui sont pas du tout user-friendly, il n'y a rien de pire que ça. Ça me fâche tellement de cliquer sur des sites web, puis il y a tellement de pubs que tu cliques sur des pubs sans faire exprès, puis là, il y a des pubs qui apparaissent sur l'écran, t'es pas capable de partir de la pub. Bref, heureusement, Squarespace vient prévenir ce genre de problème. Après vous avoir posé quelques questions, le système de conception interactive vous propose un contenu de qualité qui est soigné, automatique et élégant. Il y a aussi le système de facturation des clients qui offre un moyen très simple et efficace pour encaisser les paiements, et ça vous libère l'esprit vraiment pour vous concentrer sur le développement de votre site web. Grâce à Squarespace, vous pouvez transformer vos clients potentiels en réels clients à l'aide d'offres, de devis et de contrats. Vraiment, c'est comme si Squarespace vous tenait la main à chaque étape de la conception de votre site web. Pour plus d'informations, visitez squarespace.com/Victoria Charlton. Pour un essai gratuit et lorsque vous serez prêt à vous lancer, utilisez le code promo Victoria Charlton pour obtenir un 10% de rabais sur votre prochain achat de site web ou de nom de domaine. Et voilà, passons maintenant à la vidéo. This is not a test.
Chapitre 1 Maman dort. L'histoire prend place dans le village de Apple Creek, dans l'État de l'Ohio, aux États-Unis. C'est un village d'environ 1000 habitants où vivent presque exclusivement des gens issus de la communauté Amish. Donc les maisons n'ont pas d'électricité, les routes sont faites en terre et il n'y a pas de voitures, juste des chariots, des calèches. Nous sommes le matin du 2 juin 2009. Il est environ 8 heures le matin. Et déjà, la journée est normalement bien entamée chez la famille Weaver. Cependant, ce matin-là, quand les enfants se réveillent, la maison est plongée dans un silence inquiétant. Quand l'aînée de la famille, Suzy, va dans la chambre de sa mère pour connaître la raison pour laquelle elle dort encore, c'est là qu'elle fait une découverte macabre. Au milieu de la chambre, il y a Barbara, la maman, qui est couchée dans son lit et tous les enfants de la famille sont autour d'elle. Barbara ne bouge pas. Elle est plongée dans une mare de sang. Les enfants autour essaient de réveiller leur maman, donc ils la brassent, ils la secouent un peu, ils lui tirent sur les cheveux, ils lui ouvrent les paupières, mais rien n'y fait. Barbara est morte. Donc ça, c'est la première scène de cette affaire. On commence en force. Maintenant, on va parler un peu plus de la famille pour connaître les gens qui sont impliqués dans cette affaire. Donc, je veux surtout vous parler de la famille Weaver, mais aussi de la communauté Amish que j'ai appris à connaître tout au long de mes recherches. Donc, je vais vous donner des petits fun facts ici et là à travers la vidéo. Barbara Weaver est une femme de 30 ans qui est mère de 5 enfants. Malheureusement, à cause de la mentalité Amish, on n'a pas de photo de Barbara, mais on la décrit comme étant une jeune femme assez jolie avec un visage rond, les cheveux blonds foncés et les yeux noisettes. Ses proches parlent d'elle d'une manière très positive. C'est une femme qui est chaleureuse, souriante, elle est pas timide, elle est très sociable. I mean, she was really well loved, well liked. All she wanted was to be a devout mother and wife and to, live a happy life in the ways that the happiness that Amish life brings them. Son mari s'appelle Eli Weaver, un homme de 29 ans qu'elle connaissait depuis qu'elle était toute petite, là, donc ils se connaissaient depuis qu'il était enfant. C'est un homme qui a des opinions très fortes, mais il est très sympathique. Il est décrit, lui, comme étant très charismatique, très poli, gentleman. Eli et Barbara ont commencé à sortir ensemble quand ils avaient tous les deux 18-19 ans, et Eli représentait vraiment ce que Barbara cherchait chez un homme responsable, un homme mature qui fera un bon mari et un bon père de famille. Le couple s'est marié en 1999 quand ils avaient tous les deux environ 20 ans. Et après ça, Eli s'est fait pousser la barbe, ce qui veut dire chez les Amish que c'était désormais un homme marié. Comme vous pouvez voir, bien évidemment, les Amish sont très traditionnels, surtout au niveau du mariage, là. Par exemple, les hommes, ils travaillent. Donc, c'est les hommes qui travaillent sur la ferme, notamment, ou ailleurs. Par exemple, il y a un magasin de chasse et pêche et il caresse le rêve qu'un jour, ses fils vont travailler avec lui au magasin. Et Barbara, elle reste à la maison, elle s'occupe de la maisonnée et ses filles l'aident un peu à faire le ménage et à s'occuper des autres enfants. Chez les Weaver, comme dans les autres maisons du village, il n'y a pas d'électricité, donc c'est vraiment old school, là. Ils se servent du propane pour l'eau chaude, pour le four, pour la lumière. Sinon, ils n'ont pas de réfrigérateur. Ils s'achètent genre à chaque semaine un gros bloc de glace qu'ils changent à chaque semaine justement pour garder les aliments au frais. C'est vraiment fascinant de voir qu'il y a réellement des gens qui vivent comme ça de manière volontaire. Mais de ce que j'ai lu, c'est pas une peur de la technologie, sinon c'est une préférence pour la tradition, pour la mentalité un peu ancestrale. Par exemple, les Amish vont embarquer dans des voitures à moteur, mais ils vont pas en posséder une. Donc, ils vont se servir de téléphone, mais ils n'auront pas de téléphone à la maison. Bref, Barbara était une bonne mère et une bonne épouse aussi qui est, bon, pour les Amish, une bonne épouse, c'est d'être respectueuse et soumise. Ça paraît pas, mais la communauté Amish va vraiment encourager l'égalité au sein du mariage. Donc, les deux époux doivent être en accord avant de prendre une décision. Donc, ils doivent se consulter
Et oui, la femme, elle est soumise, mais elle a toujours son mot à dire au sein de la relation. Pour nous, c'est la norme, évidemment, mais pour eux, ça montre une certaine évolution. Et de plus en plus, la femme va faire des tâches à l'extérieur, elle va travailler sur le terrain, elle va conduire les chariots, les calèches. Fait qu'il y a une certaine évolution là, où on tend à être plus égalitaire au sein de la relation. Mais bon, ça reste quand même des Amish, là, ils ont une certaine tradition à respecter. Mais ils vont un peu avec l'air du temps. En 7 ans, Barbara et Eli ont eu 5 enfants, plusieurs enfants, une grosse maisonnée, et Barbara adorait son rôle de mère, elle se sentait épanouie, elle adorait ses enfants. Donc voilà, on en connaît un peu plus sur les Weaver. Maintenant, passons aux événements. Chapitre 2, un meurtre chez les Amish. Il est tôt le matin quand la voisine, Linda, se fait réveiller par quelqu'un qui cogne à sa porte. Et c'est le garçon de Barbara, le garçon de sa voisine, Harley, qui lui dit « Ma maman est morte ». Linda, un peu sous le choc, décide de suivre le garçon jusqu'à la maison de sa voisine pour aller voir ce qui se passe. Sur place, elle constate très vite le meurtre. En fait, les lèvres de Barbara sont bleues, il y a du sang sur la couverture. Et sous le choc, Linda sort de la maison en courant pour aller avertir d'autres voisines, Katie puis Amanda, pour aller leur demander de l'aide. Donc, il y a l'une des voisines qui se chargeait d'appeler les secours, tandis que l'autre s'occupait des enfants. Il y a la petite Sarah de 6 ans qui arrêtait pas de demander où était sa maman. (911), do you have an emergency? Yes, we do. At what address? Person not responding. Okay, do you know if the person's breathing? No. Okay, you mean you don't know or they're not breathing? I don't think she's breathing. Le mot s'est vite propagé dans le quartier et étrangement, il y en a plusieurs qui se posaient cette question-là. Mais qu'est-ce que Eli a fait? Sur la scène, le shérif et les ambulanciers ont constaté le décès de Barbara à 9h30. C'était clair qu'il ne s'agissait pas d'un cambriolage parce que il y a des items de valeur qui n'avaient pas été volés, il n'y avait pas de signe d'entrée par effraction, pas vraiment de signe de débat. Puis même au sous-sol, il y avait comme une grosse boîte remplie de cash, quand même une bonne somme qui n'avait pas été volée. C'était pas non plus un suicide parce qu'il n'y avait pas d'armes à côté du lit. Puis c'était pas non plus un meurtre random, donc d'inconnu à inconnu. Non, c'était clair que cette nuit-là, c'était Barbara qui était visée. When we realized that it was a gunshot victim, there was no gun around, my mind went racing. What transpired? Where is the person who did this? À l'hôpital, on a estimé l'heure du décès entre minuit à 5 h du matin, mais on penchait plus vers le 2 h du matin. Puis étonnamment, il y a personne qui avait entendu de coup de feu. Il y a Harley, le plus vieux, qui dormait, puis il se rappelle avoir entendu un bruit, puis il s'est dit « Ah, c'est un coup de tonnerre dehors », puis il s'est vite rendormi. Fait que peut-être que c'était un coup de feu, mais on n'est pas sûr. Donc en gros, Barbara était décédée suite à une blessure par balle à la poitrine. Il s'agissait d'un meurtre. Mais là, on se demandait c'est qui pouvait en vouloir autant à une femme, une mère de famille amish au point de la tuer, puis aussi qui la détestait autant pour la tuer alors qu'elle est entourée de ses enfants. Là. C'est terrible. I can't imagine how the kids feel, as young as they were at the time, to where they're now old enough to understand and grasp the concept and the severity of what happened. To know that their mother was taken away in such a drastic way, to me that is no justice, because that's something that's going to haunt the children forever. Quand tout ça s'est produit, où était Eli, le mari de Barbara? En fait, il était parti au milieu de la nuit pour aller pêcher avec des amis. Et là, ça faisait déjà quelques heures qu'il était au milieu du lac avec sa gang de gars, là, ses amis, quand Steve, l'un des hommes avec qui il pêchait, il a reçu un appel sur son téléphone cellulaire et c'était le voisin de Eli qui devait à tout prix parler à Eli. Il avait des mauvaises nouvelles à lui dire. Et là, toute l'interaction a été très bizarre. Donc, il a pris le téléphone, il a écouté un peu, puis après, il a dit à son voisin au téléphone qu'il voulait pas lui parler.
Et là, son voisin au téléphone, il a dit « Ok, là, tu dois vite rentrer à la maison. Barbara est inconsciente, puis elle a été amenée à l'hôpital d'urgence. » Et Eli, il a juste dit « Ben, ok, là, je vais prêter le téléphone à quelqu'un d'autre. » Comme il voulait vraiment pas parler à son voisin. Fait que Steve, il a repris son téléphone, puis c'est là qu'il s'est fait annoncer que Barbara, la femme de Eli, était décédée. Et là, Steve a enfin eu la présence d'esprit de dire « Ok, ben on s'en vient tout de suite, genre, bougez pas, on arrive. » Fait que déjà là, cette interaction est très bizarre. Les amis de Eli se sont dit « Bon, peut-être qu'il était sous le choc, peut-être qu'il a pas compris. » Là, il a repris le téléphone, il a parlé à son voisin. C'est là qu'il s'est mis à lui poser des questions, genre « Comment va Barbara? » Il semblait anxieux, puis il continuait à poser beaucoup de questions. Donc, est-ce qu'elle est à l'hôpital? Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là que le voisin de Eli lui a carrément dit « Là, Barbara est pas à l'hôpital, Eli. Barbara est morte. » Puis on lui a tiré dessus. Et c'est là que Eli a comme crié « Oh non! » Puis genre, il s'est effondré sur ses genoux. Puis là, il arrêtait pas de dire « Oh non, oh non, oh non » en pleurant. Et Steve, qui était à côté de son ami Eli, il a bien remarqué que oui, Eli pleurait, criait, était à l'agonie, mais il n'y avait aucune larme qui sortait de ses yeux. Finalement, les hommes sont rentrés en ville et ils ont déposé leur ami Eli directement au poste de police pour qu'il rencontre le shérif. Dans le rapport du détective, il a noté ceci, et je cite « Je dois noter que durant l'interview avec Eli Weaver, il avait très peu d'émotion pour quelqu'un qui venait d'apprendre le décès de sa femme le matin même. Lorsqu'on l'a confronté et on lui a posé des questions sur son implication ou ses connaissances de la mort de sa femme, il a dit à plusieurs reprises qu'il comprenait pourquoi on pourrait croire qu'il était impliqué. Eli avait une attitude très relaxe et informelle durant l'interview. Très bizarre, on connaît pas trop Eli, puis là on voit qu'il agit comme ça. Mais qui est cet homme exactement? Chapitre 3. Eli Weaver, un mari parfait. Maintenant, récapitulons un peu la veille et la journée des événements. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi le timeline? Là, on va se transporter au dimanche 31 mai, soit l'avant-veille du meurtre. Toute la famille Weaver sont allés chez Fanny, qui est la sœur de Barbara, pour célébrer l'anniversaire du fils des Weaver, donc le petit Harley. Après le souper et les gâteaux, tous les enfants de Fanny, les enfants de Barbara, sont allés dormir chez les Weaver pour passer la soirée entre cousins-cousines. Le lendemain matin, lundi 1er juin, tous les enfants sont allés jouer dehors. Et là, c'est important de noter que Eli et Barbara ont eu une relation sexuelle. Bon, c'est bizarre de dire ça même dans un timeline, mais c'est quand même important de le mentionner quand il s'agit d'un meurtre. Après ça, le lundi s'est passé normalement. Eli est allé pêcher toute la journée au réservoir Berlin avec son ami Mark et Barb, qui est leur chauffeuse assignée. Il est parti à 14h30 et il est revenu à 23h. Et Barbara est restée à la maison, elle, tout ce temps-là pour s'occuper des enfants. Mais là, tu sais, t'es comme, voyons, ça fait 2 jours de suite qu'il part à la pêche, mais c'est un peu ça, tu sais, lui, il va à la pêche pour pêcher des poissons, il ramène ça à la maison pour le cuisiner, pour manger. Fait que pour eux, oui, c'est une partie de plaisir aller à la pêche, mais ça fait partie de la tradition amish d'aller pêcher de la nourriture. La femme reste à la maison, elle s'occupe des enfants. Fait que oui, c'est du plaisir, mais c'est un peu du travail pour eux. Big fisherman, loved to go fishing. If he was at home, he usually was in the store. If he was not in the store, he was usually out fishing. Mais en réalité, c'était pas mal toujours comme ça. Eli était rarement à la maison et Barbara, elle était toujours seule à la maison à s'occuper des enfants. Mais ça, on va y revenir un peu plus en détail plus tard. La dernière fois que Barbara a été vue officiellement, c'était par sa voisine Linda. Il était 20h et Barbara était sur son porche devant la maison. Quand Eli est rentré à 23h, il y avait des petites tâches à faire, là. Fallait qu'il entre son cheval dans l'écurie. Bon, il a fait des petites tâches dans la maison. Il a jasé avec sa femme qui était déjà au lit. Ensuite, il a pris une douche et il s'est couché. Dans la nuit du lundi au mardi, donc du 1er au 2 juin, comme prévu, Steve s'est rendu chez Eli pour aller le chercher pour ensuite aller à la pêche. Donc, il s'est stationné devant la maison des Weaver à 3h15 du matin.
Donc, David, un autre gars de la gang qui allait pêcher, il est allé cogner à la porte de chez Eli et Barbara. Pas de réponse. Ensuite, il est allé à la porte derrière la maison qui est près de la chambre de Eli et Barbara. Il a cogné à nouveau. Et là, finalement, environ 5-10 minutes plus tard, il y a une lumière qui s'est allumée dans la chambre du couple. Puis finalement, Eli est sorti de la maison en s'excusant. Il disait qu'il s'était pas réveillé à temps, fait que c'est pourquoi ça a été aussi long. Les amis sont partis vers 3h30 du matin. Ils ont fait un arrêt, sont allés chercher d'autres gars, puis se sont rendus au lac pour pêcher. Les gars ont remarqué que Eli ne semblait pas être dans son assiette. T'sais, il semblait nerveux, inquiet, il regardait toujours son téléphone cellulaire. Même qu'ils sont tous arrêtés dans une station-service pour manger, là, pour se commander, j'imagine, des sandwichs, des trucs comme ça. Puis Eli s'est acheté genre une grosse quantité de bouffe, puis il a rien mangé. Même que les gars, ils ont dit « Voyons, tu manges rien, t'as tout acheté ça, t'as donc ben faim. » Finalement, il a rien mangé. À plusieurs reprises durant le repas, Eli allait aux toilettes et regardait son téléphone. Tu sais, c'était tellement un comportement inhabituel que ses amis l'ont remarqué. T'sais, c'était pas commun pour lui de regarder toujours son téléphone, de rien manger. Voilà. Finalement, les hommes se sont rendus au lac Erie pour pêcher. Il est environ 6h du matin et c'est quelques heures plus tard qu'ils ont reçu l'appel fatidique. Donc là, on se transporte plus tard. Eli est dans le bureau du shérif. Il se fait questionner. On commence par lui demander s'il a déjà eu des relations extra-conjugales, s'il a déjà trompé sa femme. Il répond que oui, qu'il a déjà eu une aventure avec une femme du nom de Sherry Lindstrom. Et selon Eli, apparemment qu'il aurait tout dit à sa femme, il lui aurait avoué avoir commis l'adultère et elle lui aurait pardonné. Et il dit aussi avoir eu une autre aventure avec une femme du nom de Barb Raber, donc sa chauffeuse privée, parce que bon, Eli conduisait pas de voiture, fait qu'il engageait comme une femme pour lui faire des lifts. Et il se serait vu à plusieurs reprises au mois de janvier dans sa maison à lui. Mais selon Eli, c'est vraiment les deux seules aventures qu'il aurait eues. On lui a demandé s'il était au courant, si quelqu'un aurait eu une raison de vouloir tuer sa femme. Il a répondu que non, tu sais, que sa femme avait pas d'ennemis. Et puis, on lui a demandé ensuite s'il voulait passer le polygraphe. Il a répondu que oui, qu'il allait le passer quelques jours plus tard. Donc là, on parle d'un père de famille marié, amish, qui trompe sa femme. Là, définitivement, ça nous montre qu'il n'y a personne qui est à l'abri de ça. Mais là, il nous dit que Barbara est au courant puis qu'elle l'avait pardonné. Est-ce que c'est vrai tout ça? Est-ce que c'est vrai qu'il était au courant? Est-ce que c'est vrai qu'il a juste eu 2 aventures? Puis est-ce que, à part cet écart de conduite, ça allait bien dans leur couple? Voyons voir. En fait, comme on l'a vu plus tôt, Eli n'était presque jamais à la maison. Et c'est vraiment important pour les Amish, les repas, les soupers en famille. Tu sais, ça prend une bonne raison pour pas souper en famille autour de la table, mais Eli n'était jamais là. En fait, Barbara était toujours seule avec les enfants. Mais en plus de ça, à 2 reprises, Eli aurait carrément disparu de la map sans dire ni à Barbara ni à ses enfants où il allait. En fait, c'était seulement les proches de Barbara qui étaient au courant, mais Eli, c'était vraiment un shitty husband, un mari à chier. Il était vraiment immature, égoïste. Tu sais, c'était entendu que c'était Barbara qui s'occupait des enfants, puis Eli qui travaillait. En fait, c'était même pas entendu, c'est comme ça dans la communauté Amish, là. La femme s'occupe des enfants, l'homme travaille. Mais en fait, Eli ne donnait jamais son argent qu'il gagnait à Barbara, parce que Barbara n'avait pas accès au compte de banque, donc elle comptait sur son mari pour lui donner de l'argent. Puis c'était pas parce que le couple manquait d'argent, pas du tout, là. Eli voulait absolument garder le contrôle. Donc Eli donnait très très peu d'argent à Barbara pour qu'elle achète de l'argent pour la nourriture, pour les autres besoins essentiels de la maison. Fait qu'elle devait supplier son mari de lui donner de l'argent pour acheter des trucs pour la maison, alors qu'elle, elle avait aucun moyen de gagner de l'argent, là. Et ce qui est très intéressant dans cette affaire, c'est que Barbara tenait un journal intime depuis plusieurs années où elle se confiait à son journal, mais elle écrivait aussi des problèmes qu'elle avait avec Eli. Je vais vous en lire un extrait. Il m'a dit que 300$ c'est la limite pour l'épicerie à chaque mois, et ça lui semblait raisonnable. Mais une fois que tu as acheté le café, les couches, le lait, les œufs, etc. à chaque semaine, j'en ai presque pas assez. Je lui ai demandé de m'aider avec l'épicerie, mais il dit qu'il n'a pas le temps. Mais c'est pas tout. En plus de ça, Eli était un homme violent. Ça arrivait souvent qu'il bardassait sa femme Barbara devant ses enfants. Puis c'est terrible.
chez les Amish, justement, de ce que j'ai lu, là, dans des cas de violence conjugale comme ça, la femme est comme un peu... Elle est mal prise, parce que si elle va dénoncer à l'église, si elle va dénoncer au supérieur, entre guillemets, ben on va lui répondre, ben là, qu'est-ce que t'as fait pour que ton mari te frappe autant? T'sais, ça doit être de ta faute. T'sais, fait que il n'est pas vraiment d'issue en termes de violence conjugale. Là. Puis en plus de ça, ben, Barbara était sûre que Eli la trompait. Je vous lis un autre extrait. « Je suis sûre qu'il a une aventure. Parfois, je connais déjà la vérité et d'autres fois, j'apprends la vérité plus tard. Je lui demande pourquoi il est si amer avec moi et il me répond « Je sais pas ». Je lui ai dit que j'aimerais qu'il soit honnête. J'aimerais savoir ce que je devrais faire pour m'améliorer. Ça me fait sentir mieux d'essayer de lui dire comment je me sens, mais c'est juste d'un côté. Puis plus loin, elle va parler des relations sexuelles au sein du couple. Je vous lis un autre extrait. Je sais que le sexe oral est immoral, mais même à ça, il me demande de l'embrasser à cet endroit, etc. Est-ce que ça aussi, c'est immoral? Je suis gênée de le demander, mais j'ai besoin de lignes directrices et je ne sais pas vers qui me tourner. C'est tellement triste parce que clairement, Barbara veut travailler sur sa relation. Elle veut plaire à son mari. Elle veut respecter ses valeurs à elle, les valeurs amish. Fait qu'elle sait pas vers qui se tourner, elle sait pas à qui se confier. Fait qu'elle est vraiment partagée dans tout ça. Et plus ça allait, plus Barbara considérait le divorce, mais ça arrive pas. Dans la communauté amish, c'est extrêmement mal vu. Il y en a très rarement. Là, le taux de divorce est probablement à 0,0001%. Là. C'est pas une option. Quand tu es dans une situation comme ça, que tu subis de la violence économique, de la violence conjugale, qu'est-ce que tu peux faire pour aller mieux? Tu as quand même une famille de qui tu dois prendre soin, tu as des enfants, tu peux pas juste te pousser. Fait que, qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? On sait qu'en 2006, donc 7 ans après son mariage et 3 ans avant le meurtre, Eli a quitté sa famille pour aller vivre avec une English woman. Donc, ils appellent ça de même, c'est des English, là, c'est des gens qui font pas partie de la communauté Amish. Fait qu'Eli a connu une femme qui fait pas partie de la communauté Amish, puis il est allé vivre avec elle. Et là, à partir de ce moment-là, même si on est 3 ans avant le meurtre, ça a vraiment été le début de la fin. Chapitre 4, Amish Stud. Eli aimait beaucoup aller sur des sites de rencontres. Comme vous en doutez, c'est pas permis parce que les Amish n'ont même pas d'électricité. Mais Eli trouvait le moyen en cachette d'aller sur Internet sur des sites de rencontres et il adorait ça. Comme pseudonyme, il se donnait le nom de Amish Stud, qu'on pourrait traduire en français genre le beau mec Amish. Et là, il y allait vraiment all in. C'est comme si sa vraie personnalité sortait sur Internet. Derrière le pseudonyme Amish Stud, même en dessous de son pseudonyme, il est écrit « Qui veut baiser un mec Amish ». Sur son profil, il écrivait « J'aime la chasse, la pêche, tout ce qui est plein air. Je veux me faire des amis et si tu as ce qu'il faut, tu peux le devenir. » Sur sa photo de profil, on voyait son torse là, qui était nu, bronzé, musclé. Parce que, tu sais, bon, moi, je le trouve pas beau, là. Puis en plus, c'est juste des photos après l'arrestation. Mais Eli était quand même un mec qui plaisait aux femmes. Tu sais, il avait confiance en lui, il était charismatique, il était poli. C'est un beau gars, là, dans les standards de 2006 dans la communauté Amish. Puis c'est justement en 2006 qu'il a fait la rencontre de Shirley Casey. Donc, lorsqu'il a rencontré Shirley Casey, il venait tout juste de quitter la communauté Amish. Donc, il portait des jeans, un t-shirt, il s'était rasé la barbe, il avait coupé ses cheveux. Il avait vraiment l'air d'un English guy normal. Et là, Shirley et lui ont très vite développé une relation, là. Puis tu sais, faut pas oublier qu'il était marié avec des enfants, là, tout ce temps-là, mais lui, il avait quitté sa famille pour vivre avec Shirley. Rapidement, il a déménagé chez elle et Shirley est tombée follement amoureuse de lui. Quand même terrible, mener une double vie à ce point-là. Là. Puis on voit qu'Eli, il était quand même partagé dans ce qu'il voulait faire. Là. Au mois de juin, il a décidé de quitter Shirley puis de retourner vivre avec Barbara et ses enfants. Mais ça a duré juste 2 semaines avant qu'il les quitte à nouveau pour retourner avec Shirley. Et là, la deuxième fois, il était comme vraiment décidé, il s'est trouvé un emploi, il s'était trouvé un appartement, il était décidé à vivre sa vie en dehors de la communauté Amish. Mais ça n'a pas été long parce que au mois d'août, il a finalement pris la décision de retourner auprès de sa femme et de ses enfants.
Mais même si les revenus, il était loin d'être investi à 100% dans sa famille. C'est pas comme je reviens pour être un meilleur mari, un meilleur père, pas du tout. Il avait comme pris goût à la vie English, là, genre en dehors de la communauté Amish. Puis là, il y avait son magasin de chasse et pêche, donc il y avait beaucoup de contacts avec des gens de l'extérieur de la communauté Amish, des clients, des fournisseurs, et il a réussi à mettre la main sur un téléphone cellulaire qu'il gardait caché, et il s'en servait pour accéder à des sites de rencontres où il discutait avec d'autres femmes English. We're catching you up with a small group of Amish teenagers who passed through a coming-of-age tradition in their community. It's called Rumspringa. Loose translation, time for running around. I remember when I first started wondering what it was like not being Amish. I started buying makeup and, it just looked so interesting. I wanted to know. Puis tu sais, il faut le dire, ça c'est super intéressant, je ne le savais pas, mais il y a une période pour les adolescents Amish qui s'appelle le Rumspringa, qui est un peu une période dans la vie des adolescents pour running around, donc une période d'expérimentation, genre, on pourrait appeler ça comme ça. Et durant cette période, bien évidemment, ce sont des adolescents, ils ont le goût d'expérimenter, ils ont le goût de liberté. Ils commencent à se faire des amis en dehors de leur famille, en dehors de leur communauté Amish. Et là, ils ont la liberté de le faire, d'expérimenter parce qu'ils sont pas officiellement baptisés chez les Amish. Parce que c'est à partir de 20 ans que tu prends la décision de te faire baptiser et d'intégrer officiellement la communauté Amish. Mais là, quand t'es plus associé à tes parents, t'es adolescent, puis t'es pas encore baptisé Amish, mais là, tu peux vraiment aller dans le monde traditionnel, dans le monde normal, si on veut, pour voir c'est quoi, puis si t'aimes ça. Donc, c'est entre 16 et 20 ans qui vont justement vivre le Rumspringa. Puis il y en a qui ressentent pas nécessairement le besoin de vivre ça non plus. Tu sais, par exemple, Barbara, elle savait qu'elle voulait être mariée, mère de famille, continuer à intégrer la communauté Amish, mais il y en a d'autres qui vont justement profiter de cette période pour tout expérimenter, l'alcool, les drogues, aller dans des parties, ils s'habillent comme ils veulent, ils conduisent des voitures, ils se font des amis, ils vont dans des dates, vraiment là, c'est une période free for all. Puis c'est ça, c'est là qu'ils voient un peu, qu'ils peuvent comparer, est-ce que j'aime mieux la vie Amish ou la vie en dehors du monde Amish. Puis malgré tout ça, c'est étonnant, mais la grande majorité des adolescents qui ont fait le Rumspringa, après, ils décident quand même de réintégrer la communauté Amish, de se faire baptiser. Parce que j'imagine que c'est du terrain connu, c'est plus sécuritaire, sont plus à l'aise dans ce qu'ils ont toujours connu. Puis il y a 10 à 15% des adolescents qui décident de quitter la communauté, puis de vivre leur vie librement, soit qu'ils adorent conduire des voitures, donc ils veulent avoir une voiture, ils veulent avoir une éducation aussi, ils veulent vivre des relations comme ils veulent. Il y en a beaucoup qui sont justement homosexuels, qui vont quitter les Amish pour avoir une relation comme ils souhaitent. Donc, pour certains, c'est vraiment une grosse période d'émancipation, puis d'autres, ben non, ça les fait réaliser qu'il aime mieux être parmi les leurs. Donc, c'est un peu ça que Eli a fait durant cette période, quand en 2006, il a quitté sa femme et ses enfants. C'était vraiment pour expérimenter. Mais lui, contrairement aux autres adolescents, mais il était déjà marié, puis il avait déjà des enfants. T'sais, oui, il était dans la vingtaine, mais faut que tu prennes cette décision-là, faut que tu fasses ces expérimentations-là avant d'avoir des responsabilités, tu sais. D'ailleurs, ça me fait vraiment penser au show sur TLC qui est Breaking Amish, qui est une télé-réalité justement qui suit des jeunes Amish durant cette période-là d'émancipation, qui font les expérimentations dans le monde normal, puis à la fin, ben, ils décident s'ils réintègrent la communauté Amish ou ils décident de rester parmi les English. C'est vraiment une bonne télé-réalité, là, j'ai vu quelques épisodes. Bon, ils disent que c'est stagé, mais bon, ça me fait vraiment penser à ça. Si ça vous intéresse, vous pouvez tomber sur quelques épisodes. D'après moi, ils sont sur YouTube. Là. Donc, pour revenir à Eli, oui, il a décidé de retourner auprès de Barbara, mais les relations extra-conjugales n'ont pas cessé. En 2009, Eli a fait la rencontre d'une certaine Tabitha Milton, qui était une mère monoparentale de 3 enfants, puis il a fait sa rencontre sur le site Lavalive. Ça a vraiment tout de suite cliqué entre les deux, puis ils ont commencé à se sexter, donc s'envoyer des textos sexuels sur une base régulière, puis ils ont fini par se voir en vrai. Puis là, avec Tabitha, Eli se vantait vraiment d'avoir plusieurs relations sexuelles avec des partenaires différents. Il disait qu'il avait eu
qu'il y avait plusieurs relations avec des femmes amish, des femmes english, puis aussi des femmes ménonites, qui, bon, parce qu'on va en parler un peu, mais les ménonites, c'est vraiment comme les amish, mais c'est beaucoup moins strict. Par exemple, les ménonites utilisent l'électricité, donc ils ont de l'électricité à la maison. Fait que c'est un peu une branche là, des Amish, un peu. Bref, fait que Eli, lui, il arrêtait pas de se vanter de coucher avec plein de femmes, mais aussi il se plaignait énormément de sa femme Barbara auprès de ses maîtresses. Mais c'est tellement étrange parce que Eli était tellement, genre, exemplaire et gentil avec Tabitha. Par exemple, Tabitha... Là, j'ai dit mal son nom. Tabitha, en tout cas. Par exemple, Tabitha, elle rêvait de suivre des cours en ligne. Donc, Eli lui a carrément acheté un ordinateur portable pour qu'elle fasse ses cours en ligne. Une autre fois, elle avait du retard sur ses paiements de voiture, de location de voiture. Donc, c'est Eli qui lui a donné l'argent. Il est vite devenu comme son meilleur ami. Tu sais, ensemble, ils regardaient la télévision, ils mangeaient de la pizza. Il était très présent pour ses enfants à elle. Vraiment, il s'en occupait comme un bon père de famille. Mais pendant ce temps-là, il y avait Barbara qui était toute seule à la maison avec ses 5 enfants qui pleuraient en demandant ils étaient où leur père, tu sais. Fait que c'est bizarre qu'ils quittent une situation familiale pour se retrouver dans une situation semblable. Sinon, l'année d'avant, en 2008, Eli a fait la connaissance d'une certaine Misty Stevens, avec qui il a eu le même genre de relation. Mais là, il vivait toujours chez lui, puis c'était vraiment terrible. Mettons, vers 3h du matin, Misty, elle allait chercher Eli chez lui pendant que sa famille dormait. Puis là, il disait à sa femme qu'il partait à la pêche, mais finalement, il allait avoir des relations avec Misty. Et Misty Stevens a fini par tomber enceinte de Eli, qui n'a jamais voulu rencontrer son enfant, mais à chaque mois, il faisait des chèques de 350$ à Misty pour l'aider financièrement avec l'enfant. Bon, je vous parle beaucoup de Eli, mais en même temps, je trouve ça important de connaître le personnage, si on veut. C'était qui, puis pourquoi il y a autant de femmes qui tombaient amoureuses de lui, parce que, bon, encore là, moi, je vois des photos, puis je suis comme, ben, c'est vraiment pas un gars qui est attirant, mais aussi sa personnalité, on voit comment il était avec Barbara, arc. Mais je pense que les femmes aimaient son côté naïf, inexpérimenté, tu sais, un côté de gamin un peu qui découvre le monde non amish, t'sais. Mais peut-être justement qu'avec ces femmes-là, il leur montrait un côté plus amoureux, plus romantique, mais c'est sûr qu'il y avait une raison pourquoi il y a autant de femmes qui tombaient amoureuses de lui, là. C'est sûr qu'il y a quelque chose qu'on catche pas, là. En 2008, presque en même temps que Misty, il a aussi eu une relation avec une certaine Sherry Lindstrom, donc une jeune femme dans la vingtaine, une mère monoparentale qui, elle aussi, elle est tombée follement amoureuse de Eli. Elle se confiait énormément à lui, puis lui se confiait à elle également. Tu sais, il lui disait qu'il aimait vraiment pas son frère, il disait qu'il était vraiment écœuré de la communauté Amish, il était pas bien. Puis, il disait à Sherry, genre, si je quitte les Amish, est-ce que tu vas être là pour moi? Est-ce que tu vas m'aider à me trouver un emploi? À me trouver un logement, est-ce que tu vas m'aider? Fait qu'il donnait quand même une grosse responsabilité à Sherry de l'aider à s'en sortir, si on veut. Mais il faisait vraiment des plans pour après sa sortie du monde Amish. Il était très partagé entre le fait d'être un bon mari, un bon père de famille, mais aussi être un homme libre en dehors du monde Amish. Fait qu'il était partagé entre ces deux côtés, cette dichotomie, mais bien vite, tout ça va finir par le hanter, finalement. Chapitre 5, les maîtresses. Dès les premiers instants, les enquêteurs étaient bien déterminés à trouver le tueur de Barbara parce qu'ils avaient été très touchés par cette histoire d'une mère de famille qui se fait assassiner lâchement, des enfants en deuil de leur mère, qui l'ont vue morte, assassinée. Vraiment, les enquêteurs étaient comme déterminés à rendre justice à Barbara. Donc, ils ont interviewé des amis, des voisins, des membres de la famille, et plus ils interrogeaient du monde, plus ils se rendaient compte que Eli avait connu beaucoup de femmes qui, elles aussi, étaient interviewées par la police. Et on demandait à chacune de ces femmes de fournir un alibi. Par exemple, Eli, quand il s'est fait interroger par la police, on lui a demandé, y a-tu quelqu'un qui aurait une raison de vouloir tuer ta femme, Barbara? Puis là, il a nommé Sherry Lindstrom, sa maîtresse à lui. Il a dit « Ouais, vous devriez enquêter sur cette fille-là, peut-être que c'est elle la coupable. » Quel culot pareil, là, tu sais, en tout cas. Mais bon, chacune des maîtresses interrogées offrait une version assez semblable de Eli, comment il l'était.
mais aussi chacune des maîtresses disait à quel point Eli se plaignait beaucoup de sa femme, de sa situation familiale et à quel point son désir de s'en sortir était fort. Par exemple, son ancienne maîtresse Tabitha a dit au policier qu'à plusieurs reprises, Eli lui avait dit à quel point il aimerait tuer sa femme. Puis bien sûr, elle pouvait pas se douter que c'était vrai. Tu sais, quelqu'un dit ça, t'aimes cette personne-là, tu peux pas te douter que cette personne-là pourrait faire du mal autant, tu sais. Puis elle prenait ça comme des blagues aussi. Mais il disait des trucs genre « je l'étranglerais tellement, elle me crie toujours dessus » ou bien « qu'est-ce que je pourrais utiliser pour l'empoisonner? J'aimerais tellement juste qu'elle soit plus là. On devrait le faire ensemble. Pourrais-tu te débarrasser d'elle? » En même temps qu'on lit ça, on dit « bon, ben c'est clair que c'était des menaces de mort », mais Tabitha, elle le voyait pas comme ça, tu sais. Quand il lui demandait des trucs pour empoisonner quelqu'un, elle répondait « ben là, c'est pas si compliqué d'empoisonner quelqu'un ». Mais tu sais, elle embarquait dans son jeu, mais elle pensait vraiment pas qu'il était sérieux. Fait qu'il lui demandait « ben là, toi, tu ferais comment pour empoisonner quelqu'un? » Puis elle disait « ben je sais pas, là, je prendrais du poison à rat, tu sais. » Encore là, elle embarquait dans le jeu, mais tu sais, elle était pas sérieuse. Et là, Eli a répondu, et je cite, « Est-ce que je pourrais en mettre dans le jus de Barbara? Elle aime ça en boire à chaque soir avant d'aller au lit. Est-ce que ça la tuerait? » Vous voyez le genre. Son autre maîtresse, Sherry, se rappelle aussi que Eli lui avait dit, en parlant de sa femme, et je cite, « Si tu la vois dans le stationnement, écrase-la. » Et là, Sherry, dégoûtée, lui demandait, genre, « T'es-tu sérieux? Pourquoi tu dis ça? » Puis Eli lui disait, « Ah non, c'est juste des blagues. » Et là, les enquêteurs ont fini par se tourner vers une autre maîtresse de Eli, une femme dont le nom était sur les lèvres de tout le monde. Tout le monde parlait d'elle. Une femme du nom de Barb Raber, qui était la chauffeuse de Eli. Puis là, ça peut devenir très mélangeant. On a Barb, qui est la maîtresse, et Barbara, qui est la femme. Fait qu'on les appelle comme ça. Barb, c'est la maîtresse. Barbara, c'est la femme. Donc, avant de continuer, je vais vous en parler rapidement de Barb Raber. C'était une femme ménonite d'environ 35 ans, une mère de 3 enfants, qui connaissait Eli depuis environ une dizaine d'années. She's a married mother of 3, a Mennonite lady, and she does taxi work the same as I do. And I gather that she likes to run around with other men. Puis c'était comme la chauffeuse assignée de Eli quand il voulait faire des courses. Même quand il allait pêcher avec ses amis, c'était elle, la chauffeuse assignée au groupe. Donc elle allait les chercher un par un, les amener à la pêche, puis au retour, elle allait les reporter chez eux. Parce que, on se rappelle, les Amish n'ont pas de voiture, fait que c'était Barb qui s'occupait vraiment de faire le lift, le taxi. Et bien vite, il y a eu une relation extra-conjugale qui s'est développée entre Barb et Eli. Et quand les gens ont appris que Barb et Eli avaient une relation extra-conjugale, ils n'ont pas vraiment compris parce que, comparé à Barbara, Barb était vraiment pas belle, là. Puis même on voit des photos, encore là, la beauté, ça n'a pas d'importance, mais bon, elle a rien d'attirant, mais elle était pas mal plus vieille que Eli aussi. Fait que, tu sais, en même temps, peut-être qu'elle lui offrait des trucs que sa femme refusait de lui offrir au niveau sexuel, tu sais, bon, on sait pas. Bref, je dis pas que c'est justifié, mais bon, c'est peut-être pour ça. Puis Barb, elle aussi, elle était mariée, donc elle trompait aussi son mari, qui avait vraiment une genre d'idylle entre les deux, une idylle secrète, une relation amoureuse interdite entre une Ménonite, un Amish, les deux mariés. C'était comme ça que Barb le voyait. Et Barb ne faisait pas exception aux autres maîtresses. Eli se confiait beaucoup à elle. Il se confiait qu'il voulait plus être marié, il voulait plus être père de famille. Il voulait se libérer de la communauté Amish pour vivre sa vie librement. Et plus Eli parlait à Barb de son désir de voir sa femme disparaître, plus Barb trouvait l'idée attirante aussi parce qu'elle se disait « Bon, mais si Eli est enfin libre, ben on va pouvoir se voir plus souvent. » Elle comptait pas laisser son mari pour Eli, mais au moins, il était moins obligé de se voir en cachette. T'sais. Il aurait pu se voir chez Eli directement si sa femme est pas là. Donc, quand Eli a dit à Barb qu'il voulait éliminer sa femme, contrairement aux autres maîtresses, Shirley, Tabitha, Sherry, Barb, elle, a embarqué à pieds joints dans le projet. Chapitre 5, un plan fatal. Barb et Eli ont commencé à dresser une liste de manières qu'ils pourraient tuer Barbara. Une façon qui était assez évidente pour tout le monde, c'était l'empoisonnement. Parce que bon, ils vivaient sur une ferme, il y a plein de poisons de toutes sortes, des insecticides, des poisons à raf. Donc c'est quelque chose d'assez accessible. D'un autre côté, tuer quelqu'un avec un poison, c'est un processus qui est assez long et Eli jugeait qu'il n'y avait pas de temps. Là. Il n'y avait pas de temps à perdre.
Il voulait se débarrasser de sa femme rapidement. Et ce qui est fou dans cette histoire-là, c'est que selon la sœur de Barbara, Eli avait déjà tenté d'empoisonner sa femme. En fait, une fois, il avait fait dissoudre une pilule dans le verre de soda de Barbara. Donc, il avait versé le soda dans un verre, il avait dissous la pilule, puis il l'avait laissé sur le comptoir pour que Barbara en boive. Et ce qui est vraiment triste dans tout ça, c'est que quand Barbara a vu que son mari lui avait servi un verre de son soda préféré, mais ça l'a fait sourire. Elle a trouvé que c'était un beau geste de la part de son mari. Elle se disait « Wow, genre, il est donc bien attentionné. » Puis c'est terrible de lire ça, tu te dis « Mon Dieu, elle devait être tellement pas habituée aux petites attentions que, genre, son mari lui verse un verre de soda puis est en adoration devant son geste, là. » Ouais. Alors Barbara a pris une gorgée, puis là, elle a été vraiment surprise par le goût, puis elle est tout de suite allée cracher dans l'évier. Elle s'est retournée vers Eli pour lui demander ce qu'il y avait dans le verre. Et là, il a répondu tout simplement « Ah, j'ai mis des pilules pour m'endormir. Je voulais me suicider. » Puis ça avait tellement troublé Barbara qu'elle en avait parlé à sa sœur, tu sais. Pourquoi Eli mettrait des pilules dans un verre puis il laisserait le verre traîner parce qu'il savait que j'allais en prendre? T'sais, c'est quoi tout cet épisode-là? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai que c'est bizarre, tu sais. Mais bon, pour continuer la liste de manières de tuer Barbara, Eli a proposé de faire exploser la maison. Puis Barb, vraiment surprise, elle a demandé à Eli, « OK, mais genre, qu'en est-il de tes enfants? » Tu sais, dans toute cette histoire-là. Et Eli, de manière très nonchalante, il a répondu, « Ben, mes enfants sont innocents, ils vont aller au paradis. » Mais là, après, il s'est dit, « Ouais, j'avoue que faire exploser la maison, ça fait beaucoup de dégâts, c'est coûteux, c'est pas la meilleure manière. » Donc, avec Barb, ils ont convenu que de tirer sur Barbara à l'aide d'une arme à feu, ça serait rapide et ça ferait la job. Donc, ils se sont arrêtés sur cette décision, sur cette manière de tuer Barbara. Et plus ça allait, plus les enquêteurs avaient vraiment le sentiment qu'ils s'approchaient du poteau rose. Eli avait vraiment de drôles de réactions face à la mort de sa femme. Par exemple, dès les premiers jours, Eli s'est engagé un avocat. Bon, c'est peut-être un peu naïf de ma part de dire ça, mais j'ai l'impression que quand t'as rien à te reprocher, tu penses pas automatiquement de t'engager un avocat, surtout si ta femme a été assassinée, vous cherchez le tueur. Moi, je serais genre, hey, je m'en fous, je veux juste tout faire pour trouver le tueur, je vais pas penser à me défendre moi, tu sais. Puis tu sais, il y a rien de tout ça qui sentait bon. Tu sais, par exemple, la nuit que sa femme s'est fait assassiner, Eli, il a fait attendre ses amis avant de sortir pour aller à la pêche, là. Tu sais, ça a pris comme 10 minutes avant qu'il sorte dehors. Ensuite, Eli avait déjà tenté d'empoisonner sa femme, il avait eu plusieurs maîtresses, et il disait aux maîtresses qu'il voulait se débarrasser de sa femme. Il a quitté sa femme à 2 reprises, tu sais, ça regarde pas bien, disons. Et juste sa réaction durant les funérailles de sa femme, Eli s'est comme effondré, s'est écroulé sur ses genoux devant le cercueil de sa femme, en pleurant, là, mais vraiment genre une crise de larmes, pas une crise de larmes, mais une crise. Puis il y a une voisine qui regardait Eli, puis encore là, il y avait aucune larme qui coulait, c'est comme des pleurs sans larmes. Fait qu'elle, elle se disait, ben voyons, on dirait une mise en scène, tu sais. Mais aussi, il y a plusieurs qui ont trouvé son comportement inapproprié parce que les funérailles chez les Amish sont vraiment différentes des funérailles que nous connaissons. Par exemple, durant les funérailles Amish, il n'y a pas d'hommage ou d'éloge funèbre qui est prononcé. On parle pas vraiment de la personne décédée. Il n'y a pas non plus de prière spéciale qui est faite, car les Amish, ils croient que, comme la personne est décédée, il n'y a aucune prière qui est utile, car ça va pas ramener la personne à la vie. Il n'y a pas de fleurs non plus qui sont offertes durant les funérailles, ni de grosses démonstrations d'émotion, car pour les Amish, le deuil est privé. Donc toute cette mise en scène de Eli en deuil était plutôt inhabituelle. Puis aussi, les gens voyaient ça un peu comme de mauvais goût, là. C'était pas normal pour les Amish de montrer autant leurs émotions. Un autre truc, c'est que les enquêteurs ont demandé à Eli de leur fournir son numéro de cellulaire pour être rejoignable en tout temps. Puis là, Eli a dit « Ben, j'ai pas de numéro de cellulaire, j'ai pas de cellulaire. » Mais c'est faux. Il en avait un qui le cachait, puis heureusement, il y a des proches de Eli qui l'ont dénoncé, qui ont dit aux policiers « Oui, il y a un téléphone, et voici son numéro de téléphone. » Et de cette façon, grâce à un mandat, l'enquêteur a pu contacter la compagnie téléphonique Verizon pour demander à voir les textos qui ont été envoyés à partir du numéro de téléphone de Eli, mais aussi à partir du numéro de téléphone de Barb. Et là, ils ont eu le jackpot. Donc là, je vais vous lire les textos
C'est un peu difficile à lire, là, des textos de même. Quand même, je sais pas si c'est vraiment intéressant, là. Par exemple, le matin du 31 mai, donc 2 jours avant les meurtres, Eli a écrit à Barb « As-tu une idée de comment on pourrait le faire mardi matin? » Barb a répondu « Je pensais... » Puis là, Eli a demandé « Tu pensais à quoi? » Barb a répondu « Je pensais à des façons différentes. » Eli a répondu « Dis-moi. » La même journée, en après-midi, Eli a écrit « J'étais juste curieux, tu pensais faire quoi pour mardi? » Barb a répondu « Je sais pas, c'est quand même difficile avec les enfants qui sont là. » Eli a dit « Ouais, effectivement, mais on sait qu'ils iront directement au paradis si ça se passait comme ça. » Et Barb a répondu « Je sais. » Le soir du 31 mai, Eli a dit « Fais juste faire exploser la maison, quelque chose comme ça, mardi matin. Ou viens la tuer ce soir. » Barb a répondu « Je t'entends. » Et Eli a dit « Ok, je croyais que t'étais en train de m'ignorer, je m'en fous de la manière dont c'est fait, fais juste le faire. » Tu sais, on voit vraiment qu'il est insistant auprès de Barb, mais aussi qu'il lui dit « Fais-le. » Mais lui, il se dédouane de tout ça. C'est elle qui va faire la tâche la plus difficile, en fait, de commettre un assassinat, puis là, il est comme... Il met de la pression, mais il prend même pas ses responsabilités, si on veut. Plus tard dans la soirée du 31 mai, il va dire « Elle va prendre sa douche encore à 5 h le matin et j'aimerais que tu le fasses le matin, Barb, s'il te plaît. » Barb a répondu « Je vais voir ce que je vais faire. » Et il a dit « Demain matin, babe, OK? » Et là, Barb a dit « Et si je me fais attraper? » Dans la nuit du 1er et du 2 juin, Barb a écrit à Eli « Je devrais juste le faire maintenant. Comment je suis supposée voir dans le noir? Damn, Eli, je sais pas si je suis capable de le faire. Ça me fait trop peur. » Eli a répondu « Bon matin, la porte d'en bas est ouverte. » Donc, il se fout complètement de comment Barb se sent. T'sais, elle lui fait part de ses inquiétudes. Là, j'ai pas de pitié pour elle, là, mais quand même, ça montre que, OK, tu es ma femme, je m'en calisse de comment tu te sens par rapport à ça, fais juste le faire. Barb a répondu « T'as aucune idée de comment je me sens. » Puis là, Eli a dit « Amène la lumière avec toi, chérie. Moi. » Donc, il a envoyé comme un bisou par texto. Barb a répondu « J'ai tellement peur, t'es où? » Et là, il a dit « Nous sommes à Worcester, ne perds rien. » Barb a demandé « Est-ce que tu penses que je peux conduire derrière les sapins? » Donc, elle parle derrière les sapins de la maison, puis il a répondu « Oui. » Et finalement, à 14h46, la journée du meurtre, donc le meurtre avait déjà été commis, Barb a texté Eli et lui a dit « Peu importe ce que tu vas faire, ne leur donne pas ton téléphone, s'il vous plaît. » Et plus tard, à partir d'un nouveau numéro de téléphone, elle a texté Eli « Je me sens tellement mal à propos de tout ça, je veux juste te prendre dans mes bras. Penses-tu que ça pourrait nous mener à ça? Je veux pas te perdre, toi ou mes enfants. » Suite à la découverte de ces textos, le 10 juin, donc à peu près une semaine après les meurtres, Barb a été arrêtée pour meurtre et en même temps, Eli a été arrêté pour complicité du meurtre. Et pendant qu'il se faisait passer les menottes, ses genoux ont comme lâché puis il s'est effondré par terre. Chapitre 6. Toute la vérité. Comme j'ai dit plus tôt, le meurtre de Barbara a vraiment touché la communauté en entier. Non seulement parce que c'est une mère de famille, elle était appréciée au sein de sa communauté, mais aussi, ça arrive jamais des meurtres chez les Amish. C'est du jamais vu. Évidemment, ça fait peur aux gens, ça les traumatise, ça les inquiète, ça les attriste. Et dans les nouvelles de l'arrestation de Eli et Barb, c'était comme vraiment un 11 septembre. Là. C'est bizarre à dire, mais tu sais, souvent, on peut se demander entre nous, « Hey, toi, t'étais où pendant que les tours ont tombé? Quand les tours se sont fait rentrer dedans, toi, t'étais où? Qu'est-ce que tu faisais? » Tu sais, moi, je me rappelle, j'étais en 3e année, tu sais, j'ai tous les souvenirs. Puis dans la communauté Amish, c'était vraiment... Qu'est-ce que tu faisais, toi, quand Eli Weaver s'est fait arrêter pour meurtre? Okay? Ça a vraiment touché la mentalité des gens, le folklore des Amish. C'est vraiment une histoire qui est très importante pour eux. Un autre truc vraiment intéressant, c'est que quand Barb s'est fait arrêter, elle a demandé aux policiers « Est-ce que je peux avoir un avocat? » Les enquêteurs, les policiers ont dit que oui. Ils l'ont amenée au poste de police, puis ont commencé à la questionner. Puis elle se disait, mon avocat s'en vient, genre, fait qu'elle répondait aux questions sans la présence de son avocat, mais elle savait pas qu'elle avait le droit de garder le silence, puis elle avait le droit de ne pas répondre aux questions en attendant son avocat, mais elle pensait qu'il s'en venait. Mais en fait, quand elle a demandé, est-ce que je peux avoir un avocat? C'est une question, c'est comme, est-ce que j'ai le droit à un avocat? Ils vont dire oui, ben oui, t'as le droit.
mais elle a pas dit « je veux un avocat », fait qu'elle a pas demandé à avoir un avocat, elle demandait si elle avait le droit d'en avoir un. Là, je sais pas si vous comprenez la nuance, mais les enquêteurs ont vraiment joué là-dessus, parce qu'ils ont dit « oui, t'as le droit », ils ont pas appelé d'avocat, puis ils ont commencé à la questionner, puis ils ont eu toutes les réponses qu'ils voulaient, finalement. Je sais pas si en France ou au Québec, il y aurait le droit là, de jouer sur la formulation comme ça, je sais même pas si aux États-Unis, tu sais, le procès a été quand même compliqué, puis je pense que l'avocat, justement, de Barb, il a essayé de jouer sur hey, ton histoire de formulation, ça marche pas, là. Mais les policiers, à ce moment-là, ils ont agi comme ça. Donc, l'enquêteur a commencé par lire tous les textos incriminants que Barb avait envoyés à Eli pour lui montrer, regarde tout ce qu'on a contre toi, là. On sait que c'est toi qui as commis le meurtre. Et ça a été très rapide pour que Barb éclate en sanglots, puis elle dise c'était juste un accident. Donc, voici sa version. En fait, elle aurait emprunté le fusil de chasse de son mari, puis apparemment qu'elle savait pas trop comment s'en servir. Elle se rappelle même pas de l'avoir chargé. Puis elle est arrivée chez les Weaver à 4h30 du matin. Elle s'est stationnée derrière la grange. Puis là, elle est entrée dans la maison par la porte du sous-sol qui était déverrouillée. Elle est allée dans la chambre, elle a vu Barbara qui dormait dans son lit. Et selon Barb, elle voulait juste faire peur à Barbara. Elle voulait pas réellement lui tirer dessus. Mais là, elle a comme accroché quelque chose. Puis elle a tiré sur Barbara. Quand les enquêteurs lui ont demandé pourquoi elle avait fait ça, elle a dit que Eli lui avait offert de lui donner 100 000 $ pour tuer sa femme, mais aussi qu'il insistait tellement, il lui demandait tellement de le faire qu'elle avait peur de Eli elle-même. Elle avait peur de ce qu'il allait faire si elle tuait pas sa femme, finalement. Donc, elle se positionnait un peu en victime, puis les enquêteurs savaient très bien qu'elle mentait parce qu'elle dit « Bon, c'est un accident, j'ai pas fait exprès. » Mais non, Barbara, elle avait été tuée à bout portant, fait que tu peux pas vraiment... T'sais, elle dit qu'elle était dans le coin de la chambre, puis l'arme à feu s'est comme enclenchée toute seule. C'est pas ça qui est arrivé, là. Donc là, je vais passer au procès. Je vais pas m'éterniser sur les interrogatoires. Là, je vais passer au procès pour qu'on connaisse un peu le dénouement de l'histoire. Donc, pour le procès, il y a eu 12 membres du jury qui ont été sélectionnés, majoritairement des femmes, et aucun d'entre les membres du jury n'était Amish. Et c'est intéressant parce qu'on ne prend plus d'Amish parmi des jurys, parce que les Amish croient au pardon et croient au fait de ne pas juger. Donc, ça fait des très mauvais membres d'un jury. Même qu'en 2004, il y a une loi officielle qui a été passée en Ohio que les Amish sont pas obligés de faire le jury duty pour des raisons religieuses, justement, parce que eux, ils peuvent pas juger puis il faut pardonner. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait qu'il y avait aucun Amish dans les membres du jury. Le procès a eu lieu en 2009. Barb a plaidé non coupable pour des charges de meurtre. Et Eli, le trou de cul, faut le faire quand même, il a plaidé coupable pour des charges de complicité au meurtre. Mais il a fait un deal avec les avocats. Il a fait un deal qu'il allait plaider coupable pour avoir une plus petite sentence et il allait témoigner contre Barb, justement, pour réduire sa sentence. Tu sais, Barb est là à cause de lui, mais lui, il se retourne contre elle. Bref, c'est assez incroyable. Durant le procès, on s'est rendu compte que oui, il y avait eu beaucoup de textos d'échangés entre Eli et Barb, mais Barb avait aussi fait beaucoup de recherches Internet de son côté. Par exemple, à quel endroit je peux trouver du poison de strychnine? Est-ce que l'insecticide Tempo peut tuer un humain? Quelle sorte de poison tue un humain? Comment tuer avec un poison? Combien de détergents faut-il avaler pour tuer quelqu'un? Le poison le plus rapide pour tuer quelqu'un? La façon la plus rapide de tuer quelqu'un? Se tuer avec des pilules? 10 façons les plus faciles de tuer, manière efficace d'empoisonner quelqu'un, suicide avec du poisson à rat, quelle quantité de poisson à rat pour tuer quelqu'un. C'est fou de lire ça parce qu'on dirait des recherches Google d'enfants du primaire, là. C'est tellement, tu sais, comme... Qui est sain d'esprit qui veut tuer quelqu'un va faire des recherches Google avant? Mais là, tu sais, c'est en 2009, là, c'est pas pareil. Mais sur 40 000 recherches qui ont été faites sur l'ordinateur de Barb, il y en avait 800 qui tournait autour de l'empoisonnement de quelqu'un. C'est assez fou. Puis aussi, on peut se demander pourquoi Barb a autant marqué dans le plan de tuer Barbara. Tu sais, qu'est-ce qu'elle en soutirait et pourquoi elle s'est ramassée à tout faire quand, dès le départ, c'était le plan de Eli et non le sien. Moi, j'ai l'impression qu'elle est juste extrêmement naïve puis pas très intelligente. Puis je pense qu'elle était tellement amoureuse puis elle se disait, si je fais ça, Eli et moi, on va finir par vivre notre relation pleinement. On va finir ensemble, on va être heureux, on va être amoureux, alors que pour Eli, c'était pas du tout le cas. Lui, il voulait pas finir avec Barb, il s'en foutait de Barb, il s'est juste servi d'elle. Lui, il voulait vivre librement, oui, mais pas avec Barb, tu sais.
He used his girlfriends, he used his wife, he used anyone in his proximity to better himself. Et pendant le procès de Barb, à aucun moment Eli s'est responsabilisé. Au contraire, il jouait la carte de la victime. Il disait que tout ça avait été l'idée de Barb dès le départ et que Barb était une sorte de séductrice malveillante qui l'a poussé à vouloir éliminer sa femme. Le jury a finalement délibéré pendant 5 heures pour finalement rendre leur verdict et le voici. Pour l'affaire de l'État versus Barbara Rayber, la Cour a révisé le verdict. Le jury a décidé que Madame Rayber était coupable du meurtre au premier degré. Le jury a aussi décidé que Madame Rayber était coupable d'avoir utilisé une arme à feu dans le but de commettre un meurtre. Quand elle a entendu le verdict, Barb a tombé de sa chaise et s'est mise à crier « J'ai rien fait, j'ai rien fait » et elle a été condamnée à 23 ans de prison. Minimum. Le jour suivant, Eli a été reconnu coupable d'avoir été complice dans le meurtre de sa femme et a été condamné à 15 ans de prison avec possibilité de libération conditionnelle en avril 2024, donc l'an passé, et ça a été refusé. Bien sûr, il a été banni de la communauté Amish et il va avoir droit à une autre demande de libération conditionnelle en 2032, mais d'après moi, ça va être refusé à nouveau. En 2010, Barb est allée en appel à cause que, selon son avocat, la police s'est arrangée pour pas qu'elle soit représentée par son avocat durant l'interrogatoire, ce qui est quand même une bonne raison pour aller faire appel à la décision de la Cour, mais elle a perdu, puis elle va avoir droit à une libération conditionnelle aussi en 2032. Chapitre 7. La conclusion. Dans son journal intime, Barbara a écrit ceci. « Je lui ai demandé, si je mourais, est-ce que tu pleurerais? » Il a répondu, « Oh oui. Je crois pas qu'il pleurerait parce que je suis loin d'être ce qu'il désire. » C'est fou de lire ça parce que c'est vraiment comme si Barbara sentait ce qui s'en venait pour elle. C'est comme si elle avait un mauvais pressentiment. En même temps, elle se sentait de même avec raison parce qu'après des années de mensonges, de tromperies, de violences conjugales, physiques, verbales, économiques, la pauvre Barbara n'était pas du tout épaulée, elle avait aucune ressource, personne vers qui se tourner, donc évidemment, elle savait pas comment sortir de ce genre de situation. Et on peut se poser la question, tu sais, c'est poussé, c'est tiré par les cheveux, mais si Barbara n'avait pas grandi dans cette communauté religieuse, est-ce qu'elle aurait survécu? Probablement qu'elle aurait pu avoir de l'aide, probablement qu'elle aurait pu trouver des ressources, sortir de cette relation-là. Elle aurait pu divorcer. En même temps, si elle n'avait pas fait partie de la communauté Amish, elle n'aurait pas rencontré Eli. Fait que, tu sais, oui, c'est tout un monde parallèle qui n'existe pas finalement, mais aussi Eli n'aurait peut-être pas eu le désir d'éliminer sa femme pour vivre sa vie parce que lui aussi aurait probablement juste fini par demander le divorce. T'sais. Fait que on voit à quel point ça peut être non seulement malsain, mais fatal d'obliger deux personnes dans un couple à rester ensemble. C'est terrible. Et une chance que le divorce est maintenant plus accepté. Même si on pense au Québec, mettons, il y a 60 ans, le divorce n'était pas autant accepté qu'aujourd'hui. Puis heureusement que ça a changé. Le meurtre de Barbara a aussi permis à plusieurs femmes de se remettre en question, de questionner leur place au sein de la communauté, mais aussi au sein de leur couple. Plusieurs femmes se sont mises à se demander, est-ce que mon mari pourrait me faire du mal? T'sais, si Eli a pu tuer Barbara, est-ce que moi, je suis à l'abri de ça? Est-ce que je suis à l'abri d'un féminicide? Tu sais, parce que les pasteurs amish, souvent, ils vont décourager les femmes de se sauver d'une situation de violence conjugale ou même des situations où on parle d'abus d'enfants. C'est terrible parce que tout est secret, tout est caché, donc visiblement, la communauté amish a vraiment beaucoup de chemin à faire. Mais je pense que c'est en parlant de cas comme ça qui tournent mal que ça va réveiller les gens, puis qu'il va de plus en plus en avoir durant l'adolescence qui vont sortir de cette communauté-là. Je pense pas que c'est juste du mauvais, là, tu sais, dans chaque religion, il y a des dérives, là, puis il y a des points positifs, des points négatifs, mais justement, je pense que la communauté amish n'est pas à l'abri de tous ces drames, toutes ces tragédies. Pour terminer, je veux vous parler du livre que j'ai lu, A Killing in Amish Country, puis ben honnêtement, une chance que j'avais ce livre-là, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'informations en ligne sur cette histoire-là. Tu sais, t'as pas le choix de lire ce livre pour connaître cette histoire. C'est de Greg Olson puis Rebecca Morris. Pour vrai, quand tu vas dans le true crime en anglais, parce que c'est pas toujours traduit,
avec Greg Olson, là, tu te trompes pas. C'est toujours très bien écrit, très bien détaillé. Moi, j'achète toujours ces livres-là. C'est vraiment un bon auteur de true crime. Fait que... il y en a plusieurs. Là. Il y a de la fiction aussi, là, mais... Bref, je suis en train d'en lire plein que je vais m'acheter. Fait que je vous le recommande. Fait que je vais mettre le lien dans la barre d'infos si vous voulez avoir plus de détails. Il y a beaucoup plus d'informations que j'ai pas nommées. Le procès, des petits détails de la communauté amish, c'est bien intéressant. Et sinon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo longue. Je le dis jamais, mais ceux qui m'écoutent en podcast, n'hésitez pas à me mettre 5 étoiles, parce qu'il y en a plein qui ignorent que je fais des podcasts, qui m'écoutent juste sur YouTube. Fait que mettre un petit 5 étoiles, là, c'est comme un pourboire que vous me donnez. Genre, un petit 5 étoiles, c'est comme un petit let's go continu. Ça fait vraiment du bien, puis ça propulse mon podcast un peu plus. Fait que voilà. Sinon, n'oubliez pas de garder l'œil ouvert et on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Over and out.